Alors, je crois que j'ai commencé à peu près vers l'âge de 10 ans, je me souviens pas à 1 ou 2 ans près. Il y a eu deux événements qui sont au même moment. Le premier, je suis tombé dans un magasin de jouets sur un petit jeu de cartes. Je me souviens à l'époque, ça s'appelait les 8 cartes phénomènes. Il y avait 8 cartes et c'était un effet d'huile et eau automatique parce qu'il y avait des cartes double face. Bon, et j'étais tombé là-dessus, ça m'avait déjà emballé. Et je pense qu'à peu près au même moment, j'ai vu une émission à la télévision où il y avait Dominique Webb qui présentait plusieurs grandes illusions, dont une apparition dans une boîte en bois. C'est la boîte avec le principe du fond fixe et la boîte qu'on penche en avant. Et, euh, et je trouve que quand j'ai regardé ça, je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Mes parents qui étaient à côté de moi non plus, ma sœur non plus, personne n'a compris, c'est normal, c'était de la magie, c'était bien fait. Et je suis rentré après dans ma chambre, donc toi, vers cet âge-là, de 10 ans, et j'ai cherché, et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis obstiné à chercher, à chercher. Et au bout d'une soirée, j'ai finalement deviné. Et là, ça fait une drôle de sensation, parce que je me suis dit, tiens, si on cherche, si on prend le temps de chercher beaucoup, eh bien on peut trouver. Et là, ça a été le début. C'est-à-dire que là, je me suis dit, bon, maintenant, dès que je verrai un tour de magie, je vais chercher. Et c'est ce que j'ai fait. Et en plus, c'est devenu de plus en plus facile, parce que plus je comprenais les choses, plus c'était facile de deviner les autres choses, parce que je commençais à comprendre comment la magie fonctionnait, quoi. Donc ça a été à la fois cette rencontre avec ce petit jeu de cartes, là, et puis cet événement, je me suis obstiné à chercher, et puis c'est parti comme ça. Et ça a duré comme ça, les 10 premières années en gros, où j'étais breton à l'époque, et j'ai fait de la magie dans mon coin, sans croiser personne. À l'époque, la Bretagne, c'était très sauvage comme région. Et donc, sans croiser personne, et à part peut-être un magicien que j'ai vu une fois, c'était Fange Guimin, un magicien de Brest que j'avais vu en spectacle. Et ça veut dire aussi que la magie, je me la suis construite moi-même, j'ai cherché moi-même toutes les explications. J'ai eu très très tard des livres, peut-être vers l'âge de 17 ou 18 ans, quand j'avais réussi à avoir les coordonnées de Mayette, où j'ai récupéré des informations comme ça. Mais j'ai travaillé tout seul au début, toujours tout seul, j'ai tout cherché tout seul. Et je pense que ça a été une très bonne chose. C'est-à-dire que les informations, je ne les ai pas eues comme on peut les avoir aujourd'hui en cherchant sur Internet, en téléchargeant des documents, etc. Moi, les informations, je me les suis cherchées, je les ai devinées, j'ai fouillé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, les informations, elles m'ont paru importantes, elles avaient de la valeur. Et je pense que par rapport à la façon dont on fonctionne aujourd'hui, c'est assez important. Ça, je vais peut-être paraître un peu vieillot, mais voilà, les secrets avaient vraiment de l'importance, ils en ont encore aujourd'hui à mes yeux. Ensuite, ça veut dire aussi que le fait que j'ai habitué mon esprit pendant des années à chercher, aujourd'hui ça m'est utile. C'est-à-dire que je pense que je suis assez rapide pour trouver des nouvelles idées ou des tours, parce que j'ai eu cette gymnastique intellectuelle pendant des années, de chercher, toujours comme ça. Donc voilà, j'ai fonctionné comme ça pendant une dizaine d'années. Après, il y a eu quelques coups d'accélérateur. Je suis arrivé à Paris faire mon armée, puisque à l'époque on faisait son armée, son service militaire. Et là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, j'ai eu la chance d'avoir dans la chambre juste au-dessus de moi à l'armée un magicien qui fait beaucoup de close-up qui s'appelait Laurent Prochasson, qui m'a appris beaucoup de choses en close-up essentiellement, parce que moi je faisais surtout de la scène, qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a fait rencontrer d'autres personnes, des gens comme Bébel, etc. Et puis voilà, ça a créé une accélération où j'ai beaucoup progressé en peu de temps, j'ai essentiellement en close-up. Voilà, donc ça a été le début. Et puis après, j'ai mené une carrière d'informaticien, parce que j'étais parti pour faire ça, j'avais fait un DUT d'informatique. Donc en parallèle, je faisais donc mon métier normal, et puis je faisais régulièrement des spectacles donc pour les arbres de Noël, comme ça. Et déjà, je fabriquais du matériel, beaucoup. J'en fabriquais pour moi, puis je commençais aussi à en fabriquer un petit peu pour les amis. Et puis est arrivé comme ça une étape importante, le moment où j'ai décidé de devenir professionnel. Il faut savoir que la magie, ça me bouffait de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il fallait que j'en fasse, du matin au soir. Même si j'avais cette vie pratiquement classique, je pensais magie le matin, je pensais magie le soir, je pensais magie même au travail. Et il fallait, ça devenait indispensable, je ne pouvais pas faire autrement, quoi. Donc à un moment, il y a eu plusieurs choses qui sont passées au niveau du travail, qui fait que j'ai eu l'opportunité de
hop, de laisser tomber mon travail pour commencer cette nouvelle vie. Et dès le début, j'ai fait deux choses. J'ai fait des spectacles et aussi la fabrication de matériel de magie. Déjà financièrement, c'était important de faire les deux pour s'en sortir. Et donc c'est parti comme ça, donc ça date d'il y a à peu près 8 ans, ou un peu plus maintenant, où, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la même année, j'ai changé de métier, j'ai déménagé et j'ai divorcé. Hop là. Et voilà, et je suis parti dans une vie totalement différente, une vie de saltimbanque, avec ses bas, ses hauts, avec des grands moments, avec des difficultés, avec des moments formidables, enfin voilà. Et je ne le regrette pas du tout. Aujourd'hui, je crois que je fais le métier dont j'ai toujours rêvé depuis tout gamin. C'est-à-dire que tout gamin, déjà, je pense que j'ai été intéressé d'abord par les trucs, plus que par la magie elle-même, que par l'effet que l'on fait sur les gens, ou par la mise en scène, par tout ça, par les personnages. J'étais d'abord passionné par les trucs. Et je crois qu'il y a eu un élément fondateur là-dedans. C'est que j'ai eu la chance d'habiter, quand j'étais gamin, à côté d'un terrain qui était occupé par les cantonniers du village, qui ramassaient toutes les poubelles du village. À l'époque, on n'avait pas des camions fermés, mais des bennes comme ça, ouvertes. Et donc les cantonniers avaient l'habitude de fouiller et de ramasser plein de choses, de récupérer plein de choses. Et ils avaient constitué comme ça un grenier, qui était pour moi une vraie caverne d'Ali Baba. C'était rempli de choses merveilleuses. Et moi, j'avais trouvé le moyen d'y accéder dans ce grenier en passant par les toits. Évidemment, c'était interdit d'y aller. Et ça veut dire que j'allais dans ce grenier fabuleux, bourré d'objets que je ne savais même pas à quoi servaient ces objets-là, quoi. Mais il y avait des choses liées à la mécanique, j'ai eu entre les mains des projecteurs de cinéma, des tas de choses différentes comme ça. Et voilà, c'était des objets que je découvrais, c'était interdit d'y aller, parce que j'ai souvent eu des frayeurs, parce que le cantonnier, il revenait après son travail, et puis là, c'était la panique, je m'enfuis en courant, enfin. Et donc, j'ai vécu les années en allant régulièrement dans ce grenier, et je pense que là, ça a développé un certain rapport aux objets, quoi, où j'avais des aventures avec ces objets-là, quoi, je découvrais, vous essayez de découvrir à quoi ils servaient, enfin, ça a été assez fondateur, je pense, pour moi. Ça veut dire que pendant des années, j'ai été très passionné par les trucs, sur comment ça fonctionnait. Pour t'expliquer un peu comment je fonctionnais aussi, je crois que dès le départ, j'ai fait des fiches. Tout gamin, dès que j'apprenais un nouveau tour, je faisais des fiches. Je notais. De tout, hein, du close-up, de la scène, tout. Pour te dire comment j'étais un peu obsédé par ça, là je vais en faire crier certains. J'avais eu 2 livres de Jacques Delors, ça devait être soit l'Enchanteur, soit le Magicien, je ne sais plus lesquels. Il y avait des tours expliqués dedans, et moi à l'époque, j'avais découpé avec des ciseaux les tours pour en faire des fiches, et donc ces livres étaient bourrés de trous. Bon, c'était une grosse erreur, je me suis rendu compte beaucoup plus tard, quoi. Mais voilà, je fonctionnais comme ça. Et j'ai toujours tout noté. Alors, tout ce que j'ai appris en magie, je l'ai noté. Aujourd'hui, j'ai des classeurs. J'ai commencé par des fiches, après ça a été des classeurs, et après ça a été des étagères, et puis maintenant des bibliothèques de classeurs. Enfin voilà. Parce que je sais aussi qu'on ne peut pas tout avoir dans la tête et qu'il c'est important de tout conserver. Et puis ça me sert aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on me demande de créer des choses, je peux effectivement, je peux tout créer comme ça aussi, mais bien souvent aussi, je vais aller voir ce qui existait déjà. On me dit, tiens, je veux, je sais pas moi, une disparition d'un animal, ben, je vais aller voir dans mes classeurs toutes les disparitions d'animaux que j'ai, quoi. Donc c'est devenu aussi des outils très, très efficaces et très utiles pour mon travail, quoi. Voilà, que dire d'autre sur mes débuts, j'ai toujours été passionné, quoi. Je crois que c'est... je pense qu'il y a plus d'un magicien qui fonctionne comme ça, mais voilà, aujourd'hui c'est ma vie, quoi, et j'ai fait ce choix que ce soit d'en faire le matin, le midi et le soir, et tout le temps, et voilà. Bon. Ah bah aujourd'hui, oui, j'ai quand même évolué, j'en suis pas resté au truc, quoi. Au bout d'un moment, j'ai compris que tout l'intérêt de la magie, c'était pas simplement de présenter des trucs, mais c'était de créer une émotion chez les gens, de susciter des réactions, de les émerveiller, de les faire rire, etc. Et ça veut dire qu'à un moment, j'ai évolué. Alors, pour ça, je pense qu'il faut que je parle d'une rencontre avec 2 personnes. La première, ça a été Hugues Prota. Hugues Prota, donc c'est un magicien qui est du coin, il habite à une dizaine de kilomètres d'ici. C'est l'organisateur du Festival international des magiciens qui a lieu chaque année à Forges-les-Eaux. C'est comme le plus grand festival en Europe, en nombre de spectacles, en nombre de spectateurs.
Et puis c'est grandiose, pourquoi? Parce que les plus grands magiciens du monde, ils viennent, quoi. Et moi j'ai la chance d'y participer depuis 20 ans. Donc ça fait que depuis 20 ans, il y en a une vingtaine de magiciens qui viennent et les plus grands, ils sont passés là, quoi. Donc ça a été des tas de rencontres et des tas d'émotions aussi que j'ai vécues, des tas de moments forts, et on ne peut pas rester insensible à ça. Donc forcément, on a envie de faire des choses bien en voyant ça. Et parce qu'il y a plein de gens qui font... parce qu'on a des guides, en fait, on a des tas de bons exemples, donc on a envie de faire des choses bien. Alors moi, pour progresser, j'ai beaucoup écouté Hugues déjà, qui est quelqu'un de formidable, de remarquable, qui a un long passé, qui a fait plein de choses, qui a commencé aussi par le théâtre, ce qui est primordial dans notre art. Donc j'ai pris des cours de théâtre plusieurs années aussi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait décoincer, ça m'a fait être plus à l'aise sur scène. Et aujourd'hui, j'ai compris que ce qui est primordial dans un numéro de scène, même de close-up d'ailleurs aussi d'une certaine façon, c'est le personnage déjà. Donc j'ai travaillé sur des personnages et j'ai créé les personnages que j'utilisais en scène, que j'utilisais en close-up aussi. Enfin, et puis j'ai travaillé avec des metteurs en scène aussi. Enfin voilà, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en tant que professionnel, si je veux faire de la bonne magie, de la magie qui va être demandée par le client et redemandée l'année suivante, en gros, eh ben, il faut que mes numéros soient bons, et ça passe par tout ça, ça passe par pas simplement avoir des beaux trucs et du beau matériel, mais c'est passe aussi par avoir une présentation impeccable, une bonne musique, une mise en scène travaillée, un personnage qui ait de l'impact sur les gens, etc. etc. quoi. La magie aujourd'hui, dans mon esprit, c'est quelque chose de très complet, quoi. Il faut... je pense que quand on est pro et puis qu'on veut le rester et qu'on veut que ça marche, il ne faut pas faire les choses à moitié, quoi. Après, j'ai pas de recette miracle, je ne pense pas faire les choses extraordinaires, mais j'essaye de me battre pour ça, pour d'écouter les gens qui donnent de bons conseils et puis et de les appliquer, quoi. Voilà. Je te parlais d'une rencontre tout à l'heure, qui est Hugues Prota, qui a été essentielle parce que je le vois régulièrement. C'est aussi une des personnes avec qui je fabrique du matériel, enfin, qui me demande de fabriquer du matériel régulièrement. Mais j'ai eu aussi une autre rencontre intéressante, ça a été Jacques Delors. Jacques Delors, dans les premiers festivals où j'ai participé, donc à Fort-Réseau, il est venu là et franchement ça a été fort ces rencontres parce que il avait tout compris dans la magie. C'était un magicien, un philosophe, enfin tout ce qu'on veut. Ça a été fort. Je me souviens avoir passé une après-midi avec lui qui a été... ça m'a bouleversé un petit peu parce que moi la magie, je voyais ça comme étant quelque chose de très rationnel, très carré, parce que j'étais toujours obnubilé par les trucs avant tout. Et je pense qu'il m'a fait... il m'a remué un peu là-dedans, il m'a fait réfléchir autrement. Et voilà, je lui dois beaucoup. Bon, après, Jacques Delors n'est pas resté vivant malheureusement longtemps, il nous a quittés. Et c'était quelqu'un de formidable et je pense que je lui dois aussi beaucoup, quoi. Voilà. Alors, ressentir de la magie, d'abord, quand je vois des tours de magie, le problème c'est que j'ai l'esprit tellement déformé, tellement tordu, puis je connais aussi tellement de choses que la plupart du temps, j'arrive à me raccrocher à quelque chose que je connais déjà, et en tout cas, très rapidement à deviner comment c'est fait. Bon, donc c'est pas souvent le truc en lui-même qui m'épate. Par contre, ce qui va m'épater, c'est comment c'est amené, quoi. C'est le personnage. Une de mes émotions récentes là, que j'ai eues, c'est The Great Kaplan. Allez voir, précipitez-vous sur YouTube, allez voir The Great Kaplan. Et c'est grandiose, quoi. Donc voilà, et vous verrez, vous comprendrez complètement mon propos, parce que les tours qu'il fait sont pas extraordinaires en soi, on comprend vite comment ça fonctionne, quand on est magicien. Mais par contre, le personnage est formidable. La façon dont son numéro est construit, vous verrez le gag du ukulélé, comment il amène ce gag pour que ça prenne une ampleur terrible. C'est ça qui m'épate beaucoup, quoi. Comment certains magiciens, à partir d'une petite idée simple, ont poussé à fond et en ont fait un miracle, quoi. Ce que j'adore beaucoup dans la magie aussi, c'est les mélanges. C'est-à-dire qu'il y a des magiciens, et ça je trouve que c'est une clé pour l'avenir, ça. Les magiciens qui simplement ne font pas que de la magie, mais mélangent ça avec d'autres choses, avec de la danse, avec du mime, avec du théâtre, avec plein de choses. Et là, ça m'épate, ça me plaît beaucoup, ça me donne envie d'en faire de la magie, quoi. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai deux activités, donc je fais des spectacles moi-même et je crée des grandes illusions pour les magiciens. Essentiellement des grandes illusions, ou aussi de la magie générale, mais
Alors ça veut dire que il se passe plusieurs choses. Bien souvent, le magicien il vient me voir ici et il me dit je veux ça. C'est-à-dire qu'il a vu telle grande illusion et il me dit je veux ça. Bon. Alors donc là dans ce cas-là c'est simple. Il faut que je retrouve les plans, que je fasse des plans, mais j'essaye aussi, quand c'est quelque chose qui est assez classique, de rajouter ma patte, de faire rajouter un petit quelque chose pour pas simplement copier bêtement, mais de personnaliser le tour, de l'améliorer quand il y a moyen. Ça arrive, donc souvent c'est ça, mais bien souvent aussi il y a d'autres cas où le magicien il vient et il n'a pas vraiment d'idée précise, il me dit, c'est assez vague, je veux apparaître, je veux disparaître, je veux faire une lévitation, etc. Et là c'est plus intéressant pour moi, c'est-à-dire que là j'ai plus de liberté et dans ce cadre minimum qu'on m'a donné, ben, je vais pouvoir chercher et je trouve que c'est intéressant parce qu'on m'a donné un minimum, c'est-à-dire que par exemple c'est un thème. Voilà. Je veux un numéro sur tel thème, je veux une apparition ou autre. Et là, il y a un défi en plus. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi ça me stimule beaucoup. Quand on me donne un défi où on me dit, faut que tu me trouves ça, puis je te rappelle dans 3 jours, il faut que tu aies trouvé l'idée. Et ça, c'est passionnant, parce qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je lutte un peu contre moi-même aussi, quoi. Et là, ça me stimule beaucoup, quoi. Et donc, comme mon temps est beaucoup employé à fabriquer du matériel pour les autres, en fait, quand je crée, c'est beaucoup. Donc c'est pour les autres, et c'est souvent dans ces conditions-là, quoi. Le magicien, il vient avec une idée plus ou moins précise, et puis je cherche. Alors quelquefois, c'est le magicien, il m'amène un début de vidéo, il me dit, tu vois, je fais ça dans mon numéro, fais ça, et puis il me manque un final, par exemple, ou j'aurais bien voulu changer ça parce que c'est un peu faible, etc. Donc voilà, on me donne déjà des pistes déjà, et puis avec ces pistes-là, j'essaye de chercher. Alors, et trouver. En fait, souvent aussi, j'habille des choses qui existent déjà. C'est-à-dire que. Il y a un truc que j'ai fait depuis longtemps, quand j'ai étudié les grandes illusions, j'ai décortiqué les grandes illusions, toujours avec mes fameuses fiches. À partir du moment où j'avais ces fiches, j'en ai fait sur les grandes illusions, peut-être aujourd'hui, je sais pas moi, 600, enfin, il faudrait que je les compte, mais. Et je ne me suis pas arrêté là, c'est-à-dire que les grandes illusions, je les ai décortiquées pour comprendre précisément quel était le truc qu'il y avait derrière. Donc quels étaient les grands principes qui faisaient fonctionner ces grandes illusions. Et ça m'a permis à partir de là d'isoler, de définir une liste de grands principes qui sont beaucoup moins nombreux que les grandes illusions. Peut-être, selon qu'on a inclus tous les principes de miroir, les variantes ou pas, ça tourne peut-être autour d'une quarantaine de grands principes. Et cela, je les connais par cœur, ça, je les ai toujours dans la tête. Donc ça veut dire, quand on te demande de créer, hop, je peux me rattacher à ces principes-là, combiner ça, et puis j'arrive avec ce que je veux. En fait, c'est rare quand on invente des nouveaux grands principes. Une fois, ça m'est arrivé avec une fameuse nacelle de montgolfière, j'ai présenté ça en concours, mais le jury n'avait pas bien compris. Je le dis parce que ça m'est toujours resté là, ça a été une frustration énorme. Mais bon, voilà. Donc comment je crée, voilà, parce qu'on me met un petit peu au défi. Après ça m'arrive aussi par moi-même comme ça, comme j'ai toujours l'esprit qui baigne là-dedans du matin au soir, forcément à un moment ça se croise, tout ça, ça fait tilt, et puis paf, l'idée elle arrive. On voit un truc bizarre dans un magasin, d'ailleurs j'ai rejoint ce que disait David dans son interview, c'est que moi aussi je vais dans les magasins de jouets, dans les solderies, quand j'étais gamin, j'avais une lubie aussi d'aller dans les dépôts d'ordures. C'est bête, mais il y avait des choses à trouver là-dedans. Parce que dans un dépôt d'ordures, vous avez un amoncellement d'objets hétéroclites, et mine de rien, il y a des idées à en tirer de ça. Voilà, il faut se nourrir de tout ça. Je pense qu'il faut aussi se nourrir d'autres choses que de la magie. C'est-à-dire qu'il faut aller voir du théâtre, il faut aller voir du cirque, il faut aller voir, je sais pas moi, des arts de la rue, il faut aller voir ailleurs, c'est ça qui est important, sinon on est un peu sclérosé, quoi. Et quand on voit ce qui se fait au niveau des arts de la rue, au niveau par exemple, rien de ça, quand on voit toute la liberté qu'ils ont et que nous on n'a pas finalement, parce qu'on est assez coincé avec nos trucs, parce qu'on a des contraintes, des trucs, faut pas qu'on les voit, faut pas que les gens les comprennent, donc ça nous bloque un peu, ça nous limite notre univers, quoi. Et je pense qu'on a tout intérêt à aller voir ce que fait Philippe Gentil, ce que fait Thirier, etc. Parce que voilà, il y a tellement de choses à prendre, tellement de liberté, il faut s'imprégner de ça, quoi. Voilà. Et s'imprégner sans y trouver l'inspiration. Alors, pour mes propres créations, j'ai pas de critères au départ. Quand l'idée elle arrive comme ça, et bon, peut-être que ça correspondait à un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il fallait, je voulais telle ou telle chose dans tel thème pour moi, mais
Après, de toute façon, ce qui va se passer dans ces recherches d'idées, c'est que je vais intégrer des contraintes. C'est-à-dire que je veux, par exemple, moi, je travaille sans partenaire. Et donc voilà, si je fais, par exemple, un nacelle de montgolfière, c'est une invitation que je voulais faire avec un spectateur parce que moi, je travaille sans partenaire. Donc j'ai intégré cette contrainte-là pour ça. J'ai voulu aussi qu'elle soit complètement entourée pour être tranquille, pour faire ça n'importe où. Donc voilà, j'ai intégré ça. Et c'est ce que j'essaye de faire souvent. Si une grande illusion, elle peut en plus, non seulement il y a l'effet magique, mais si en plus ça peut se faire entourer, si en plus il n'y a pas besoin de partenaires, etc., pour moi c'est bien. Ça a été le cas de ma lévitation Spontus 360 où j'ai intégré tout ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est comment ça s'est passé la création de cette Spontus 360. C'est pas venu comme ça. C'est venu parce qu'il y a eu des années avant de travail, de recherche, de rencontres, etc. Un magicien un jour, c'était Philippe Arias, m'a demandé de lui créer une lévitation qui se fasse entourer. Et là déjà c'était un défi intéressant. Donc j'avais trouvé une astuce déjà qui permettait de le faire entourer. Et j'avais construit à l'époque une lévitation qui n'a rien à voir avec la Spontus 360 parce que c'était une lévitation plus complexe. Où il y avait aussi une ventilation, une machine à fumer. C'était une machine beaucoup plus complexe, différente. Et qui était adaptée à une partenaire. Donc j'avais déjà dans la tête le truc que j'ai trouvé pour que ça soit entouré. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai rassemblé d'autres trucs qui existaient déjà. Le principe qu'on trouve dans une catalepsie sur chaise, qui permet donc d'allonger une personne sur deux chaises, d'enlever une chaise. Et là, ça tient. Et donc pour ceux qui connaissent, donc la personne est entourée d'un tissu, ce qui permet de plein de choses. Donc j'avais ça aussi en tête. Donc à un moment, j'ai combiné un peu tout ça. J'ai combiné ce principe de la catalepsie sur 16, le principe que j'ai trouvé pour faire entourer. Et puis tout est venu en une après-midi. À un moment, est venu se rajouter à ça l'idée en plus de faire une rotation, en plus, une fois arrivé en lévitation. J'ai vu que ça pouvait se faire facilement en même temps. Tout ça c'est devenu possible parce que au bout de quelques années de travail, j'ai commencé à maîtriser un peu tout ce qui est commande des mots, etc. Donc j'étais tombé sur un intéressant qui ne faisait pas de bruit du tout, qui marchait en 12 volts, qui est très costaud, qui pouvait soulever plus de 200 kg si je voulais. Donc voilà, il y a eu un mélange de tout ça, des connaissances acquises à différents moments. Pour un moment, pouf, c'est devenu la Spontus 360. Voilà. Alors, et puis la Spontus 360, quand j'ai senti qu'effectivement il y avait du potentiel, après j'y ai mis, je l'ai poussé à fond, c'est-à-dire que j'ai voulu qu'elle soit la plus légère possible. J'ai voulu qu'elle soit très pratique, donc les pièces démontent, ça devient tout plat, ça prend pas de place, ça rentre dans un coffre de voiture. J'ai voulu, donc elle avait déjà ses caractéristiques d'être complètement entourée, faite avec un spectateur. Mais j'ai mis des petites subtilités, comme par exemple 3 vitesses possibles à la montée. C'est des petites choses comme ça qui permettent de s'adapter au style un peu du magicien. Au début, il n'y avait qu'une petite avant que ça marche, avant que ça monte. Maintenant, il y a aussi en haut, etc. Donc j'ai mis un peu tout mon savoir-faire. Et ce savoir-faire, je pense aussi que je le dois beaucoup à mon expérience que j'ai acquis au festival de Forges-les-Eaux, où j'ai vu des magiciens qui viennent du monde entier, qui arrivent avec leur matériel, qui tiennent dans des valises, etc. Et j'ai vu comment ils fonctionnaient, j'ai vu pourquoi ils arrivaient à se balader dans le monde entier, parce que justement, ils ont fait dans le compact, dans le léger, etc. Et puis bon, j'ai été sensibilisé à ça. Un Hugues Prota, c'est un de ses leitmotivs. Hugues, il bosse énormément, donc ça veut dire qu'il va passer beaucoup de temps à mettre dans son camion, à enlever du camion, à monter sur selle, etc. Donc quand tu es pro, tu te rends compte que le point, c'est quelque chose de primordial, quoi. Donc voilà, j'ai intégré ça. Pas toujours du premier coup, ça m'est arrivé de faire fabriquer des choses très lourdes, je le sais, je m'en excuse, mais au bout d'un moment, voilà, je pense que j'ai la chance de participer à ce festival, de côtoyer des grands magiciens, des Hugues Prota, des François Normag, des Beretta, des gens comme ça. Je m'enrichis à leur contact. Ça, c'est un des grands trucs de mon métier, ça. C'est-à-dire que, bon, moi, je fabrique du matériel pour les magiciens, mais au départ, il y a une rencontre. C'est-à-dire que le magicien, il vient là, et puis ça fait des rencontres, ça fait des échanges, ça fait de l'amitié quelquefois. Et moi, je m'enrichis complètement de ça, quoi. Et ce qui est formidable quand je reparle un peu quand je me souviens du passé, c'est qu'ici, moi j'ai eu la chance de croiser il y a des grands magiciens qui sont venus ici, qu'avant je voyais à la télé, et quand j'étais gamin, je me disais, jamais je les verrai ces gens-là, jamais je les croiserai. Et puis finalement je les ai croisés, je les ai salués, et puis j'ai fabriqué pour eux, etc. Et bon, ça fait plaisir, ça me motive, ça me fait croire peut-être que je suis arrivé à quelque chose dans ma vie, quoi, voilà. Alors,
d'autres rencontres, il y en a eu plein. Déjà au festival de Fort-Réseau, quand on passe 15 jours avec les magiciens qu'on voit du matin au soir, qu'on est là pour les aider quand ils ont besoin, pour quelquefois leur réparer le matériel cassé, etc. Enfin, qu'on est là en tout cas pour résoudre des problèmes. Quand on a affaire à des grands pros qui sont généreux, qui parlent, qui ont envie d'échanger, etc., et ben, je sais pas, moi, j'ai passé des super moments avec Finn John, avec. Je prétends tous les citer tous, quoi. Enfin, c'est. Avec Alpha, enfin, il y en a plein, quoi. J'ai passé des bons moments avec eux. Et puis il y a eu d'autres rencontres. Une rencontre là, je me souviens, c'était un moment fort. J'ai eu la chance, après l'état enfin peu importe comment c'est arrivé, mais j'ai eu la chance de passer un après-midi avec Christian Fechner dans son musée, parce qu'il avait un musée au sous-sol de sa boîte de production. Il avait un musée dédié essentiellement à Robert Houdin, avec plein de matériel de Robert Houdin, quoi. Un musée magnifique. Et j'ai eu la chance de passer un après-midi avec lui là-dedans, et ça a été extraordinaire, parce que quand il vous confie dans les mains le harnais qu'avait construit Robert Houdin pour faire une lévitation éthérienne avec son fils, le petit truc là fait d'acier et de cuir, mon Dieu, ça c'est fort, quoi. Quand vous avez dans les mains un cadre avec un petit électroaimant, et puis vous voyez que le fil de cuivre a été enroulé à la main par Robert Houdin, et tout, vous avez ça dans les mains, ça c'est... ça a été dingue, quoi. Ça a été un après-midi extraordinaire, quoi. Il faut voir le matériel que Christian Fechner avait. Et bon, puis voilà, ça s'est écourté parce que Christian aussi est parti. Je l'ai vu qu'une fois, Christian. Mais franchement, quel bonhomme, quelle collection. Voilà, c'était un moment très très fort, ça, quoi. J'y suis allé en stressant énormément, je suis revenu avec plein d'images dans la tête. Voilà, ça a été un moment fort, ça, quoi. Et des moments forts, j'en ai plein d'autres comme ça, hein, quand vous avez des magiciens qui viennent ici, puis vous vous rendez compte qu'ils sont complètement bizarres, quoi, ou qu'ils ont leur univers à eux, qui sont pas simplement magiciens, qui sont aussi mimes, qui sont aussi jongleurs, qui sont aussi... Et là, ça fait autant de moments forts, quoi, où ils vous montrent leur truc à eux et tout, et vous en prenez plein la vue. Enfin, voilà, des clients, j'en ai eu plein, je peux vous en citer plein, mais il y a des tas de gens avec leur univers, un François Normand, un Romain Lalire, un Beretta, c'est des gens formidables, quoi, qui m'apportent beaucoup, quoi. Voilà. Ouais. C'est un métier que je passe pas mon temps que dans l'atelier, c'est aussi un métier d'échange, quoi, de rencontre, hein, voilà. C'est le plus beau des métiers, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est un très beau métier. Ah oui. Non, parce qu'il faut se rendre compte aussi que c'est extrêmement complet. C'est-à-dire que non seulement je fais de la magie, et déjà faire de la magie en soi c'est énorme, parce que quand on fait de la magie, il faut bricoler un peu, c'est de la manipulation, c'est de l'élocution, c'est du théâtre, c'est du commercial, c'est pourquoi pas essayer de se faire ses bandes musicales soi-même, on sait que c'est extrêmement complet. Mais en plus, moi je bricole, c'est-à-dire que il faut aussi que je travaille l'acier, que je fasse de la couture, que je travaille le bois, un petit peu de décoration, voilà, je suis obligé de toucher à tout. Et c'est formidable, ça, parce que ça veut dire aussi que je suis obligé d'apprendre régulièrement, j'apprends des nouvelles techniques, j'essaye de m'initier en ce moment au moulage, etc. Et ça c'est passionnant, parce que c'est pas linéaire du tout, je suis obligé de progresser tout le temps. À un moment on va me dire, j'aurai un truc comme ça, là il faudrait bien que je puisse maîtriser la résine, par exemple. Donc hop, je vais me mettre à apprendre la résine, et puis à un autre moment je vais devoir, etc. Alors, ça veut dire aussi quand même, il y a des moments où je sous-traite, quand je sais que ça ne va pas être à ma portée ou que je ne vais pas m'amuser à investir dans un matériel complexe ou autre, et puis ça ne m'intéresse pas, je vais sous-traiter. Je peux sous-traiter pour ce qui est la décoration, je peux sous-traiter pour ce qui est certaines pièces métalliques trop précises où c'est pas mon truc, donc je vais sous-traiter ailleurs. Quelquefois, quand j'ai affaire à des circuits électroniques un peu trop complexes aussi, j'ai un ami, Pascal, qui lui va me faire ça parce qu'il est 100 fois plus compétent que moi. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, si je veux aussi être efficace, il ne faut pas que je cherche à tout faire, quoi. Quelquefois, je rassemble des choses qui peuvent être sous-traitées, c'est la moindre des choses, quoi. Parce que j'ai des faiblesses, forcément, et puis des faiblesses qui sont liées aussi à l'outillage. Je n'ai pas tout ce qu'il faut comme outil. Donc quand je sais que ce n'est pas à ma portée, que ce n'est pas dans mes compétences, que je n'ai pas l'outillage, je sous-traite, quoi. Voilà. D'accord.
Mais donc tout ça fait aussi que rien que pour ça, c'est génial comme métier, parce que les artisans, il faut aller les voir. Il faut aller voir l'artisan qui va me préparer ma ferraille, l'artisan qui va me faire ma pièce métallique, et là vous passez un après-midi avec le mec qui est complètement passionné par ton truc, qui travaille au micron sur ses pièces métalliques, qui vous fait la découpe, je sais pas trop quoi, laser ou je sais pas quoi, enfin qui fait des trucs extraordinaires. Et là, à ces moments-là, c'est fort aussi, quoi. Moi je me nourris de ça aussi, de voir ces gens qui sont à fond dans leur truc, qui sont passionnés par ça. C'est formidable ça. Là, à Neuchâtel, il y a un artisan qui me fait des pièces métalliques de temps en temps, et j'adore aller chez lui, quoi, aller avoir les yeux qui traînent au milieu de ces machines, c'est formidable ça. Je suis passionné par la musique, mais aussi de tout ce qui est mécanique, tout ça, ça m'anime tout le temps, quoi. Je suis un peu déformé par ça, quoi, un peu obnubilé par ça aussi. Je peux être passionné, passer des heures quelquefois sur un mécanisme de moteur ou autre, parce que voilà, là, c'est beau, quoi. Voilà. Les montres, par exemple, voilà, j'ai pas de montre particulière, mais j'adore les montres. Une fois, j'ai eu une rencontre extraordinaire avec un horloger qui partait à la retraite, et puis j'ai passé plusieurs après-midi avec lui, pardon, où il m'a montré les montres, comment c'était fait. Il fabriquait lui-même ses montres. Et c'était voilà, un fou dingue qui partait de son bloc de laiton pour en faire au bout une montre, quoi. Et il faisait tout, les petits rouages à la main, de fou, quoi. Et voilà, ça c'est des moments forts, quoi, et des gros moments, voilà. Bien. Des concours, oui. Alors, j'en ai fait 3 en tout. J'avais fait au Nord Magic Club en 1995 un concours en invention où j'avais un premier prix. C'était un petit concours sympathique, j'avais un premier prix pour un tour de mentalisme avec une corde que je faisais couper par un spectateur, et je montrais après que j'avais prédit la longueur de la corde. Il y a eu ça. Après, j'ai fait 2 fois un concours de la FAP. La première fois avec un nacelle de Montgolfière, où il faut savoir que quand on est créateur, ou j'essaie d'être créateur, quand on crée quelque chose, c'est un peu son bébé, quoi. C'est-à-dire qu'on y met tous ses espoirs, on y a passé des heures là-dessus à améliorer le truc, à en faire quelque chose de nouveau. Enfin, on y a passé des heures, on s'est passionné pour ça. Et donc, ça veut dire qu'on va se retrouver là devant un jury avec son bébé et aller y regarder. Et forcément, c'est fort ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire bon, on verra ce que ça donnera. Non, moi je peux pas. Moi, c'était un moment extraordinaire, ça. Et bon, la première fois, je n'ai pas eu de prix pour ça. Bon, après, on peut en discuter des heures, pourquoi il n'y a pas eu de prix, etc. J'en ai parlé souvent avec les membres, avec les membres du jury que j'ai rencontrés, j'en ai parlé avec Peter Dean, etc. Un concours d'invention en particulier, c'est bien particulier, parce que ce qui est souhaitable, c'est que les membres du jury soient compétents dans le sujet. C'est-à-dire que si j'avais, je sais pas combien ils sont, mais par exemple 10 membres du jury, ce serait souhaitable que dans le jury, il y ait au moins 3-4 personnes qui connaissent bien le sujet, qui connaissent à fond les grandes illusions, par exemple, s'ils sont là pour juger les grandes illusions. Et malheureusement, on ne peut pas, c'est pas toujours possible, parce qu'il faut trouver des gens qui vont se bloquer pendant tout un congrès, qui vont passer des heures là-dessus. Donc, c'est pas facile de trouver ça, et c'est une vraie difficulté pour les organisateurs. Donc, ce qui veut dire que quelquefois, on a des gens qui malgré leur bonne volonté, n'ont pas forcément la compétence. Et c'est comme ça. Et donc ça veut dire que le jugement, il peut être un peu aléatoire. Après, je ne peux pas généraliser. Je pense qu'il y a des moments, on a des jurys qui sont parfaits, et ça doit exister. Mais moi j'ai eu le sentiment la première fois d'être un peu... d'être assez frustré, quoi. Bon. Mais c'est pas trop pour le prix que j'ai pas eu, parce que, voilà, pourquoi pas, j'ai pas eu le prix, mais c'est de ne pas avoir eu le répondant derrière, quoi. De ne pas avoir eu le sentiment de ne pas être compris, quoi. Et ça c'est assez agaçant. Je suis revenu, après avoir juré qu'on ne m'y reprendrait pas, je suis revenu malgré tout des années plus tard avec ma Sportus 360, et j'ai eu le même sentiment aussi. Des gens sympathiques dans le jury, ils en connaissaient même un ou deux et tout, mais voilà, et je pense qu'ils n'avaient pas la compétence pour juger. C'est comme ça, c'est humain, voilà, on peut pas avoir 10 personnes archi compétentes dans le sujet, c'est impossible, voilà. Et donc, je suis revenu aussi avec une très grosse frustration. Voilà. C'est comme ça, je me suis encore juré qu'on ne m'y reprendrait pas, mais je pense que j'en reviendrai, voilà, parce que
Quand on est fier de son matériel, de ce qu'on a inventé, ben voilà, on a envie de le montrer, quoi. Bon, c'est pas grave, dans le soi, parce que ça m'a fait avancer, parce que pour que le matériel il soit prêt à telle date, eh ben je me suis battu pour ça, quoi. J'ai voulu que ce soit parfait, c'est des étapes, où voilà, pour que à cette date le matériel soit parfait, eh ben, j'ai remué ciel et terre pour ça. À l'époque c'était Yogan qui avait fait la lévitation avec moi, merci Yogan si tu me vois. Et voilà, c'est toute une organisation, mine de rien, il faut se déplacer là-bas, il faut transporter, il faut s'inscrire, il faut répéter, etc. Il faut que le matériel soit parfait. Et bon, ça a été un bon moment. Je pense qu'à cette occasion, il faut que je remercie aussi Magic Dream et Jean-Marc en particulier, qui a été mon moteur là-dedans, qui m'a donné un sérieux coup de main pour cette lévitation. Donc voilà, il faut être pris, mais c'est pas grave. L'important, ça a été cette aventure, ça a été les rencontres que j'ai fait aussi grâce à ça. Et puis, mine de rien, je l'ai montré, puis j'en ai vendu aussi. Donc c'est tout gagné quand même, quoi. Voilà. Bon, donc les concours. Je pense que j'en ferai toujours en catégorie invention. Je fais de la magie par moi-même, je fais beaucoup de magie pour enfants, du cabaret, des choses comme ça. Oui, mais ce qui me motive là où j'ai envie d'être, voilà, j'ai envie d'être reconnu, j'ai envie qu'on me dise, ben oui, ce que tu fais, ça vaut le coup, et voilà. Juste pour me motiver, j'ai besoin de ça, je pense, en tant que créateur. Et donc, rien que pour ça, je suis sûr que j'y retournerai, ça arrivera, même si aujourd'hui j'ai pas envie, mais le jour où j'aurai une idée que je pense intéressante, j'y retournerai, quoi, voilà. Bien sûr. Voilà. La bonne façon de se tenir en tant que professionnel de la magie, comment se comporter. Bon, d'abord, il faut être honnête, moi, ça me paraît important. Honnête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il ne faut pas s'amuser à faire des entourloupes aux collègues de la région, essayer de leur couper, leur prendre les marchés, etc. C'est complètement idiot, parce que le monde, il est petit, hein, la magie, donc il ne faut pas jouer à ça, c'est idiot. Je crois qu'il faut être honnête avec le client. C'est-à-dire que le client, lui, il a investi de l'argent, et des fois c'est facile, il a tout l'argent qu'il veut, et des fois, et c'est un effort, parce que pour l'anniversaire du gamin, les parents aussi ont cassé leur tirelire en disant on va faire venir un magicien. Donc là, évidemment, il faut que ce qu'on présente soit à la hauteur, c'est important. C'est important aussi que ce soit de la qualité pour l'agent aussi. Quand l'agent il vous engage, il s'engage donc, il joue intermédiaire entre le client et vous, et donc il faut que ce soit à hauteur. Si le client est déçu derrière, moi j'ai vécu le cas, pas pour moi, mais on m'a raconté ça, peu importe l'anecdote, mais si le client n'est pas content, le client il va être déçu de l'agent, il ne reprendra pas l'agent, il ne reprendra pas le magicien, à la limite il ne reprendra même plus de magicien du tout. Donc voilà, il faut avoir conscience de son niveau. Je pensais ça. Voilà, il faut essayer d'avoir un œil sur ce qu'on fait. Donc déjà, il faut oser se montrer aux autres. Si on fait de la magie que dans son coin, je suis prêt à parier qu'on va faire des conneries, quoi. Il faut oser se montrer aux autres, oser aller dans les clubs de magie pour dire, oui, voilà ce que je fais. Et puis écouter les conseils, écouter les critiques. Et à partir de là, essayer de faire quelque chose de niveau correct quand même. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qui existent, vous allez sur YouTube par exemple, il y a des tas de numéros de magie. Ce qui est intéressant quand on prend le temps d'aller voir ça, c'est que on comprend vite quand même qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. Alors prenons le temps d'analyser pourquoi ces numéros sont bien, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça paraît génial, pourquoi ça a la pêche, pourquoi les gens applaudissent, etc. Et puis pourquoi d'autres numéros à côté sont nuls, et il y en a sur YouTube, on voit de tout. Et donc ça vaut le coup de les voir aussi ces numéros nuls, parce que là on peut prendre le temps de se dire, tiens, pourquoi ils sont nuls? Ah ouais, c'est vrai qu'il a quand même un costume de merde, faut le dire, c'est vrai. Puis sa musique, c'est vrai qu'il y a 25 ans on écoutait ça, mais pas aujourd'hui, quoi, etc. Donc ça vaut le coup de regarder les numéros nuls aussi pour comprendre, parce qu'à partir du moment où on a compris les grosses erreurs, après on peut faire le contraire des grosses erreurs. Et puis voilà, avoir une idée de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, quoi. Voilà, je pense qu'il faut être honnête par rapport au client, même par rapport à soi-même. Moi je crois que à un moment, j'ai progressé, voilà, en faisant du théâtre, etc. Et je me suis senti beaucoup mieux, parce que je me suis dit, voilà, maintenant je pense que j'ai quelque chose qui est correct et je peux me vendre. Ça a même aussi donné une aisance par rapport au client. C'est-à-dire que maintenant, je sais que, voilà, que je fais est honnête. Je dis pas que c'est fabuleux, je lui fais de la magie à mon niveau, voilà, bon. Mais je pense que c'est honnête, et puis
je suis plus à l'aise dans mes baskets quand je monte sur scène, parce que voilà, je sais que je l'ai bossé, que je me fous pas d'eux, qu'il y a des petites trouvailles à moi aussi, etc. quoi. Voilà, faut le faire avec honnêteté. Mais puis, le conseil que je pourrais donner, c'est de se montrer, quoi, d'aller, pas forcément faire des concours, c'est une autre démarche, mais au moins d'aller dans les clubs et de dire, tiens, je vais vous faire 5 minutes de mon numéro, puis dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Et je pense que les clubs, c'est une structure intéressante pour ça. Le problème, par exemple, quand vous montrez vos numéros aux amis, vous montrez vos numéros à la famille, d'abord les gens ils sont pas magiciens, donc ils n'auront pas les bonnes critiques, quoi. Enfin, pas toutes les bonnes critiques. Et puis, peut-être qu'ils n'oseront pas vous dire que là c'est pas bien, que là, etc. Je pense qu'il faut se montrer, quoi, et en particulier dans les clubs. Par important. Après, on peut aller plus loin. On peut se dire, on va aller bosser avec un metteur en scène, etc. Ça, ce serait formidable, ça, quoi, voilà. Mais ne pas rester dans son petit monde à soi, mais oser se montrer. D'accord. Voilà. Je crois qu'après aussi, ça dépend des objectifs qu'on a. On peut aussi avoir des objectifs plus ambitieux, de se dire, je vais monter un numéro pour tourner dans le monde entier avec. Je vais monter un numéro pour faire des concours aussi, ça peut être aussi un objectif. Et là, je crois qu'à un moment, faut aller voir les autres. Faut aller voir peut-être les gens qui ont déjà de la bouteille. Faut aller voir... pourquoi Bob, je fais ma pub, les gens comme moi, je ne suis pas seul, hein, qui créent des choses aussi comme ça. À un moment, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Si on veut un numéro top niveau, il faut aller voir un ingénieur du son qui va vous faire une bande son top, sinon ça va être moyen. Il faut aller voir quelqu'un qui fait des lumières, comme ça il va vous faire une conduite lumière. Le jour où vous débarquez quelque part, vous aurez la conduite lumière qu'il faut, quoi. Il faut aller voir un metteur en scène ou un magicien qui est doué pour ça, qui va vous faire travailler votre numéro, qui va enlever ce qui n'est pas bien, qui va vous faire ajouter des choses, qui va épurer, qui va travailler sur votre rythme, qui va enlever les erreurs qu'il y a, etc. Il faut aller voir les gens compétents. Il y a des gens, moi j'en connais des tas de magiciens qui ont vraiment plein de compétences, qui sont doués, mais je pense que toujours à un moment, ils sont allés voir les autres, aller échanger, aller poser des questions, etc. quoi. C'est important. Des anecdotes, alors il y en a eu plein. Beaucoup sont passés au festival de Forges-les-Eaux, parce que là, c'est quand même très dense. Enchaîner un spectacle tous les jours comme ça pendant 15 jours, c'est un truc de fou. Et puis, alors là, j'en ai eu des tonnes d'anecdotes, beaucoup, parce que mon rôle là-bas, c'est quelquefois aussi de jouer aux pompiers, quoi, de réparer le matériel juste avant que juste avant le spectacle, quoi. Et nombre de fois où j'ai eu des frayeurs comme ça, enfin pas moi, il y a même pas moi qui ai eu des frayeurs, mais où il a fallu réagir au quart de tour parce que le matériel est tombé en panne et que ça allait démarrer dans un quart d'heure. Donc j'en ai eu des comme ça, des sueurs froides. Et c'est des bons moments. Ça, je passe des bons moments avec quelqu'un qui s'appelle Pascal, vous avez parlé de ça tout à l'heure, celui qui fait de l'électronique. Ça nous est arrivé régulièrement par exemple, le spectacle démarre à 9h et à 9h moins 10, par exemple, je suis en train de faire du close-up dans la salle, et là, je m'est arrivé une fois, il y a Hugues qui va me taper sur l'épaule, j'ai un problème, il y a ma ventilation là qui marche pas. Donc là, hop, on coupe très vite, on termine le numéro de close-up, et là, on court à l'autre bout de la salle, je me souviens avoir croisé dans le couloir Pascal, et hop, tu viens avec moi, on va sur scène, parce que Hugues, en plus, démarrait le spectacle, et là, on se retrouve sur scène, là, un peu mal éclairé, et il faut trouver pourquoi ça marche pas. Et là, on est devant un mélange de fils, et puis voilà, il faut que ça marche, et là, on ne sait pas pourquoi, on est là tous les deux, et puis ça carbure dans la tête, et paf, on trouve, oui, c'est là, paf, on voit bien qui déconne. Et donc à partir de là, faut trouver aussi le fer à souder pour ressouder, et puis il faut trouver où est-ce qu'il est. Et là, ça va à toute allure, et puis on arrive à une minute avant que ça démarre, le truc il marche, quoi. Et ça, c'est les frayeurs comme ça. J'en ai une autre comme ça qui était assez folle aussi comme ça. J'étais parti voir un spectacle que faisait Hugues Prota avec Dorothée. Il y avait aussi François, il y avait aussi Ilva Scali. Et un peu juste avant que Ilva Scali passe, il y avait d'autres magiciens, d'autres gens qui passaient, d'autres artistes. Et là, il vient me voir affolé. Il y a mon c'était un tabouret Lugano, donc il fallait que j'intervienne dessus. Donc hop, j'interviens dessus et étant bien mal, je lui remets en place son truc. Et mais alors, ça a été prêt, 20 secondes avant que ça démarre, avant que ce soit elle qui démarre. Et là, pile poil quand je termine, Hugues il vient me taper sur l'épaule, il y a ma lévitation machin qui pareil ne démarre pas. Alors là, boum, je file de l'autre côté, j'étais à Courges vers le jardin, et là, il y a, juste derrière le pendrillon, il y avait sa lévitation qui démarrait pas, il fallait trouver pourquoi, et pourquoi il y avait... Et là, c'est pareil. C'est un truc de fou, et pareil, on a été prêts quelques secondes avant que ça démarre, quoi.
Voilà, j'en ai plein comme ça, le magicien qui doit passer à la télévision, puis son matériel il tombe avant l'enregistrement, la veille ça marche pas. Tu viens, alors j'ai habité, à l'époque j'habitais à Granville, là, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait pour venir à Paris pour lui réparer comme ça. Mais ça c'est génial, je vais aux pompiers, ça m'est pas arrivé souvent, mais c'est formidable. Pour l'instant, j'en suis toujours sorti, en plus, où j'ai trouvé des solutions de secours, etc. Mais c'est fort, quoi. C'est marrant comment on se trouve des ailes, comment on se trouve des capacités qu'on n'a pas dans la vie normale, mais que là, d'un seul coup, voilà, on se concentre énormément, puis on trouve le truc. C'est des bons moments, quoi. Sur le moment, c'est fort, mais après... et puis après, vous avez la reconnaissance en plus du magicien, donc bon... On est content, quoi. Ouais, voilà. Alors des moments comme ça, j'en ai eu plein, quoi. Du matériel cassé à réparer, par exemple, c'est un truc tout bête, mais c'est au début où j'étais professionnel dans la fabrication du matériel. On a eu au festival Junke, l'espagnol, qui fait entre autres une cabine au sabre complètement dingue, avec plein d'énergie. À un moment, il coupe sa boîte de carton avec un sabre, plaf, et en dessous il y a une table. Là, il était tellement en forme ce jour-là, qu'il faut le voir comment il se prépare. C'est un fou sur scène. Et il est tellement en forme, donc il a coupé la boîte, mais il a aussi coupé la table qui était en dessous. Et donc, voilà, j'ai réparé la table de Junke. Et bon, c'est des petits trucs comme ça. Je lui ai dit, maintenant, il tourne avec la table que je lui ai réparée. C'est rien. C'est évidemment, c'est que dalle, c'est pas important. Mais voilà, moi dans mes débuts, ça m'a fait plaisir, ça m'a encouragé de me dire, voilà, c'est moi qui ai réparé la table de Junke. C'est rien, quoi. Mais il y en a eu plein comme ça, des grands moments. Il y a des moments aussi intéressants que j'ai vécu, c'est quand vous fabriquez du matériel et puis qu'après vous le voyez au plus grand cabaret du monde. Ah bon, maman, faut que tu regardes, là, il y a du matériel, c'est moi qui l'ai fait. Bon, personne ne le sait, à part ma maman, mais voilà, c'est des petites satisfactions comme ça. C'est un métier de l'ombre que j'ai, ça c'est évident, et je n'aurai jamais de reconnaissance, j'en cherche pas de toute façon, je m'en fous, mais j'aurai pas de reconnaissance là-dessus. J'ai cru un moment que je sais pas, que j'allais arriver à ça, mais mais c'était une erreur. J'ai vite compris en assistant à des spectacles et où le magicien à la fin il a fait par exemple 4-5 grandes illusions, c'est moi qui les ai toutes fabriquées, et à la fin on va remercier monsieur le maire, on va remercier l'ingénieur du son, on va remercier etc. Et puis pas moi. Ben non, mais je pense quelque part il avait raison. Pourquoi? Parce que si on commence à dire aux gens qui sont dans la salle, qui ont pris plein les yeux, qui ont été émerveillés, si on commence à leur dire, bah oui, derrière il y a un mec, c'est lui qui bricole dans son atelier, puis finalement les grandes illusions c'est un amateur et tout, ben là on va tout détruire, la magie. Donc voilà, j'ai compris, même si ça n'a pas été évident au départ, j'ai compris que c'était un métier de l'ombre et ça restera un métier de l'ombre, voilà. Alors, comment je l'imagine, comment je le souhaite aussi, c'est autre chose. Moi, je crois que la magie, elle y gagne, et on le voit, il y a plein d'exemples aujourd'hui, et elle y gagnerait, à mon avis, à se mélanger avec autre chose. C'est-à-dire que le magicien, il ne faut pas qu'il fasse que de la magie, il faut qu'il fasse petit et plein de choses, du théâtre, du jonglage, du mime, du chant, de la sculpture, c'est pas, je pense qu'il faut s'alimenter, de se nourrir de tout ça. C'est ça qui va amener beaucoup de choses dans la magie. Je crois que c'est important. Et je pense qu'il y a plein de gens, justement, vous voyez des Xavier Mortimer, par exemple, je trouve que ça c'est formidable, c'est un super exemple, il a tout rassemblé comme ça, et je pense qu'il faut, et moi j'adorerais que ça aille vers ça, quoi. Je crois, alors moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que la magie où elle va progresser, c'est sur scène. Le close-up, je fais du close-up, voilà, je fais du close-up professionnellement, régulièrement, avec passion, j'adore ça. Mais aujourd'hui, j'adore ça pas parce que je fais des trucs compliqués ou autres, mais parce qu'il y a une relation, il y a un moment fort qui se passe avec les gens. Moi dans mon numéro de close-up professionnel, j'ai dans ma valise peut-être une vingtaine de tours. Bon. Et c'est 20 tours que je fais depuis des années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je les connais par cœur, je les maîtrise. Et donc, je ne me soucie plus de savoir comment je les fais. Je me concentre uniquement sur la relation que j'ai avec les gens, sur le rythme que je donne, sur le ton que j'ai, sur pourquoi là il a décroché, comment je vais pouvoir le raccrocher, etc. Donc, moi aujourd'hui, le close-up, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais c'est pas là où je m'éclate.
Oui, enfin, je prends du plaisir à le faire. Mais c'est pas là où je crée, par exemple. C'est pas là c'est pas là où je développe des nouvelles idées, quoi. Voilà. Bon. C'est plus sur scène, et je pense que et je crois aussi que c'est beaucoup plus large la scène, aussi bien la grande illusion que la magie générale. C'est là où il y a encore des boulevards devant nous. C'est là où on va pouvoir encore faire plein de choses, quoi. Et je suis fasciné par tout ce qui se crée encore. Bien souvent on entend cette phrase idiote qui consiste à dire oui, on a déjà tout inventé ou autre, mais ce n'est pas vrai. Il y a encore 1000 choses à inventer. Et je peux passer des heures moi sur YouTube à aller voir tout ce qui se fait en grande illusion, et au moment on dit mais merde, pourquoi j'ai pas trouvé ça avant? Ben oui, là c'est une belle idée. Comme quoi il y a toujours moyen de trouver des choses. Et ça, moi je pense que ça se renouvellera toujours, la magie. Il y aura toujours des belles choses. Je sais pas si peu de gens connaissent, mais un Jim Steinmeyer, le jour où il a débarqué dans les grandes illusions et qui s'est mis à créer des grandes illusions, mais il a tout révolutionné. Il a fait les origamis, les modern art et tout ça. Enfin, c'est du Jim Steinmeyer. Et je pense qu'on aura toujours des gens comme ça. On aura toujours des révolutions. Le jour où Lugano s'est mis aussi à faire ses lévitations, mon Dieu, qu'est-ce que ça a poussé la magie vers le haut. D'un seul coup, on s'est dit, tiens, on peut faire des lévitations transportables, etc. Il a fait progresser ça à une de ses vitesses. Et il y en aura encore des révolutions comme ça. Il y en aura plein, je suis persuadé, parce que l'imagination humaine, elle est sans limite, quoi. Voilà. Donc, je suis persuadé que ça évoluera, qu'il y a encore plein de belles choses à inventer. Moi je pense que ça évoluera beaucoup sur scène, c'est là où il y a de la progression possible. Et puis je pense qu'elle y gagnera en s'enrichissant des autres arts, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien Spontus, merci beaucoup pour cette interview. De rien. Donc on pourra encore débattre sur de milliers d'autres sujets, j'imagine. Ah oui, dans la magie sans aucun problème. Ouais. Faut aussi arrêter, faut aussi cadrer à un moment donné, puis peut-être en reprendre pour plus tard sur une autre facette de la magie. Merci pour tout Spontus. Et puis à une prochaine. Ok, au revoir.